Il est midi 5. Je propose qu'on démarre. Bienvenue à toutes et à tous en notre nom, au nom de l'Institut Éco-Conseil et de nos deux partenaires, Espace Environnement et Énergie Commune, avec qui nous avons mené ce projet Homéos, avec le soutien de la région Wallonne. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter les résultats des études, enfin des phases pilotes que nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre sur le terrain et de vous apporter un retour par rapport à la méthodologie sur laquelle on a travaillé tous ensemble et les perspectives que ça peut avoir pour vos communes ou vos institutions. Euh, donc, comme je disais, l'équipe Homéos, elle est constituée par nos trois organisations, l'Institut Éco-Conseil Énergie Commune et Espace Environnement. Et aujourd'hui, pour animer ce webinaire, on sera plusieurs représentants de chacune de ces organisations. Moi-même, Augustin Joaris, qui suis directeur de l'Institut Éco-Conseil. Il y aura Frédéric Praillet d'Énergie Commune, Delphine Fontenoy d'Espace Environnement, Marie-Céline Godin de l'Institut Éco-Conseil et Bonjour. Raphaël Goblet également de l'Institut. Euh, je vais maintenant vous présenter le programme de ces 2 heures de webinaire. Euh, alors, je n'ai pas je n'ai pas la main sur le PowerPoint. Je vais l'avoir. Euh, voilà. Voilà. Mais donc, d'abord, avant de commencer, avant de vous présenter le programme, je vous propose un petit tour de présentation de la salle. Et donc, on va essayer de voir qui se trouve avec nous. Et donc, je vais vous demander d'utiliser les petits pictos des réactions, donc notamment le fait de pouvoir lever sa main. Est-ce qu'il y a des conseillers POLEC parmi nous? J'en ai en tout cas au moins un, deux. Est-ce que Ah, une troisième. Est-ce qu'il y a des éco-conseillères et éco-conseillers parmi nous? Parfait, il y en a quelques-uns aussi. Est-ce qu'on a des CATU avec nous? Il y en avait à Oui, l'inscription. il y en a, effectivement, il y en a. J'en vois défiler. Alors, est-ce qu'il y a des responsables de service qui ne sont pas spécialement, enfin, qui peuvent être ou pas, ne pas être les trois conseillers qu'on a déjà cités? Oui, il y en a quelques-uns. Et est-ce qu'il y a des élus ou des élus parmi nous? Il y en a l'un ou l'autre aussi. Bon, merci beaucoup. Comme ça, on sait un petit peu qui se trouve avec nous. J'imagine qu'il y a peut-être aussi d'autres cas de figure, mais on, on- ça va pas être possible de citer toutes les possibilités. On voit qu'il y a quand même le Marc de la cellule développement durable qui est avec nous. Mais merci beaucoup d'être là. Alors, donc, le programme de la matinée. Donc, je vais vous présenter. Oups, la souris est un peu sensible. Alors, donc pour le programme de la matinée, donc on va d'abord vous présenter trois présentations dynamiques
sur le contexte wallon et les méthodes Homéos. Donc, finalement, concrètement, qu'est-ce que c'est que ces méthodes Homéos et quels sont les outils qui composent cette méthodologie? Ensuite, une présentation, donc ça c'est Marie-Céline Guelin de l'Institut Éco-Conseil. Ensuite, une présentation spécifique sur l'outil de diagnostic Homéos présenté par Frédéric Praillet d'Énergie Commune qui va vous présenter l'outil, son utilisation et puis les nouveautés qui y ont été apportées dernièrement. Et ensuite, Delphine Fontenoy d'Espace Environnement vous présentera les outils pour des initiatives de résilience. Ça, ce sera jusqu'à 13h30, plus ou moins. Alors, après les trois présentations, on va avoir une session de questions-réponses qui sera animée par Raphaël Goblet de l'Institut. Et puis, on aura à partir de 13h30 les ateliers pratiques avec trois possibilités. Et donc là, vous êtes déjà inscrit. Alors, on me fait dire qu'il y a un des ateliers, l'atelier Boussole, qui n'était pas complet. Et donc, pour celles et ceux qui ne s'étaient pas inscrits à un atelier et qui souhaiteraient quand même pouvoir avoir un peu plus d'illustrations concrètes et qui ont le temps de rester avec nous jusqu'à 14 heures, n'hésitez pas à vous faire connaître. On pourra toujours vous recevoir dans l'atelier Boussole. Et puis voilà, on aura des petits moments d'interaction via WooClap. Donc ça va commencer tout de suite. Et donc je vous invite à avoir votre téléphone sous la main, histoire de pouvoir participer au petit sondage WooClap. Donc, ben, il suffit de scanner le premier QR code et donc vous allez avoir accès aux différentes questions à travers ce QR code-ci. Et donc, on va un petit peu questionner ici ce qu'est la résilience territoriale pour vous. Est-ce que c'est un horrible flou artistique? Est-ce que c'est un nouveau concept parmi d'autres? Est-ce que c'est encore une contrainte de plus? Est-ce que selon vous, c'est une approche indispensable face aux enjeux d'aujourd'hui? Bien, est-ce que c'est encore bien d'autres choses que ça? Voilà, une petite prise de température. Et ensuite, ben, on passera à la première présentation, qui est celle de Marie-Céline. Alors c'est assez rassurant, il y a encore jusqu'à présent personne qui a dit que c'était une contrainte de plus ou un horrible flou artistique. Et pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, c'est une approche indispensable pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Mais encore l'un ou l'autre qui considère que c'est un nouveau concept parmi d'autres et qui donc se regarde encore ça avec peut-être un peu de perplexité ou qui attendent d'en savoir plus avant de se prononcer. Voilà, il y a pratiquement tout le monde qui a voté. Donc je propose qu'on passe à la suite de la présentation. Et donc je vais passer la main à ma collègue Marie-Céline qui va vous donner un peu des éléments de contexte et puis vous présenter les différents outils qui font partie de la suite Homéos. Voilà, bonjour à tous, merci pour votre intérêt. Le contexte, mais le contexte, il est celui-là, il est celui de potentiels chocs, de potentielles crises, de potentiels événements qui viennent perturber nos plans, qui viennent perturber nos habitudes. Et déjà en 2013, le décret qui institue la stratégie wallonne de développement durable avait prévu dans ses piliers fondateurs le principe de résilience et il le décrivait comme étant l'organisation sociale qui doit être la plus résistante possible aux crises environnementales, sociales ou économiques pour pouvoir continuer à satisfaire les besoins collectifs grâce à une approche transversale et mobilisatrice. Donc, les risques, bah, ils sont effectivement, comme mentionné dans le principe, ils sont différents, ils sont interconnectés aussi. Euh,
la photo mettait en avant des risques climatiques, mais voilà, on l'a dit, il y a aussi des risques sociaux, il y a des risques économiques, et tout ça peut venir perturber la réponse aux besoins fondamentaux que les territoires peuvent proposer à leurs habitants, à leurs acteurs. Et en réponse à ça, la résilience, ben, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Ben, elle permet de résister plus longtemps à un choc, à une perturbation, c'est-à-dire de continuer à répondre aux besoins fondamentaux. Euh, et même quand la réponse est un peu moins bonne ou moins forte que d'habitude, elle reste plus importante pour un territoire plus résilient qu'un autre. Et c'est important de noter ici la notion relative de résilience territoriale. On est plus ou moins résilient qu'avant, on est plus ou moins résilient qu'un autre territoire. Et puis, un autre aspect très important, c'est qu'en fait, on apprend aussi de ce qui se passe, on se réinvente, on rebondit et on propose une réponse transformatrice après un événement qui permet être plus résilient et encore plus capable, en fait, de répondre aux besoins des personnes, quoi qu'il arrive. Il y a sept principes qui illustrent ou qui fondent en fait la résilience territoriale. Je ne vais pas les passer en revue maintenant. On aura l'occasion pour ceux qui ont choisi de participer à l'activité, à l'atelier sur justement les principes et la découverte de ces principes par le jeu. Mais évidemment, en premier lieu, il y a la question de l'anticipation et aussi de l'adaptation, bien sûr. Alors, la Wallonie, elle s'est dotée bah, de moyens, en fait, pour s'engager dans cette voie de la résilience. C'est vraiment une démarche d'anticipation, d'adaptation face aux défis du futur et plusieurs dispositifs ont été déployés pour accompagner les pouvoirs locaux. Et tout récemment, un diagnostic approfondi des vulnérabilités climatiques a été mis à votre disposition par la WAC. Euh, et voilà, ce diagnostic regarde plusieurs secteurs, l'eau, le sol, la santé, l'énergie, la biodiversité, l'agriculture, les infrastructures ou le logement. Donc on voit que on est, même si on regarde un seul risque, entre guillemets, le risque des vulnérabilités climatiques, on a une multitude de facettes de la vie publique qui peuvent être affectées. Euh, et pour répondre aux défis qui sont posés par la région, enfin qui sont posés à la région, une stratégie régionale d'adaptation est en construction et les communes bénéficieront d'un accompagnement spécifique pour renforcer leur capacité de décision en matière de résilience et favoriser une mise en œuvre locale de mesures d'adaptation. Aussi, à noter un soutien à la planification territoriale locale. Depuis 2024, déjà, des soutiens sont apportés pour l'élaboration des schémas de structure, des schémas de développement, pardon, communaux. Je reste avec l'ancienne nomination, allez, les anciens noms qui me restent en tête. Donc, la Wallonie donc, accompagne les communes pour l'élaboration de leurs schémas de développement communaux. Et aussi, un diagnostic territorial a été réalisé par les agences de développement et sont à disposition des territoires qui veulent s'en saisir. C'est dans ce contexte que le projet Homéos prend place. Et le projet Homéos, il vise à outiller les territoires wallons, les communes, mais aussi les territoires en supracommunalité, pour leur permettre de penser collectivement la résilience de leur territoire et la mettre en œuvre. Et nous proposons un diagnostic des forces et des vulnérabilités du territoire dans différents domaines de la résilience. Nous vous accompagnons pour la clarification des enjeux et l'identification des priorités en co-construisant un chemin avec les parties prenantes et en intégrant tout cela dans les stratégies de territoire. Ça peut être différents niveaux
à différentes échelles territoriales. On peut travailler sur un PST, on peut travailler sur une SDL, on peut travailler sur un PCDR, euh, les différents niveaux de stratégie adaptés au territoire. Le parcours que nous proposons et qui est repris dans un guide que nous mettons à votre disposition sur le site internet Territoire Résilient, dont je vous redonnerai l'adresse tout à l'heure, nous proposons un parcours en 5 étapes. La première étape est celle de bien définir ses intentions, de baliser les objectifs et le périmètre de travail. Euh, il est important de vraiment veiller au portage politique et de penser le processus participatif dans lequel les différentes parties prenantes vont pouvoir euh, interagir, qu'il s'agisse des services administratifs du territoire, qu'il s'agisse des citoyens organisés, individuels, d'entreprises. On peut, voilà, être très créatif et aller plus ou moins en profondeur dans son processus. Mais c'est vraiment important de, dès le départ, se poser toute une série de questions clés et de les consigner dans une charte de projet. Par exemple, un parcours qui a été proposé avec l'une des communes que nous avons accompagnées, avec une phase de lancement et une présentation en conseil communal, ensuite une phase d'appropriation par le jeu. On pourra y revenir aussi dans le courant de ce midi. Une phase de diagnostic, une phase d'identification des objectifs et puis d'identification des leviers d'action avant d'en arriver à un projet bien articulé. Et l'ensemble se passe sur quelques mois. La deuxième phase, donc, après avoir balisé ses intentions, défini son processus et ses jalons, c'est celle du lancement de la dynamique. Et là, il s'agit d'aller sensibiliser et mobiliser les parties prenantes à son processus. Et les points que je voudrais mettre en avant ici, c'est vraiment l'importance d'un cadre sécurisé qu'il faut proposer, où chacun se sente à la fois légitime et en sécurité pour s'exprimer. Et puis aussi pour ça, l'importance de créer une atmosphère conviviale vraiment dès les premiers contacts. Une manière de pouvoir le faire, c'est de proposer des ateliers interactifs. Ici, on a une image d'un brise-glace pris avec les participants au processus de la commune de Hoé qui il révise son programme communal de développement rural. On peut faire bouger dans l'espace et proposer aux personnes de prendre un rôle qui n'est pas forcément le leur, même dans la vie quotidienne, pour s'exercer à s'ouvrir à différents points de vue. Euh, un autre aspect vraiment important pour cette phase de lancement et tout au long des ateliers qui seront proposés dans la démarche, c'est vraiment de développer une culture commune. Et là aussi, plusieurs outils vont pouvoir vous être présentés, notamment par Delphine. Et ici, on a une photo prise avec la commune de Pérué qui a utilisé le jeu Mission Résilience pour comprendre et partager en fait la notion de résilience territoriale. Qu'est-ce que c'est finalement? En troisième étape, nous avons le diagnostic. Poser un diagnostic, c'est évidemment ça qui aide à comprendre finalement quels sont les défis du territoire. Et donc,
avec les outils Homéos, on a à la fois un diagnostic froid, un outil pour proposer des données, proposer des chiffres qui permettent un point de départ sur l'identification des capacités, mais aussi des vulnérabilités du territoire par rapport à des objectifs de résilience et dans différents domaines. Frédéric va entrer dans le détail pour vous montrer de quoi l'outil est capable. Mais cet outil, il ne va pas fonctionner seul. J'en profite pour dire que à la fois, on travaille sur différents domaines de résilience et qu'on peut euh, faire les liens, établir les liens entre ces domaines et les objectifs de développement durable de la région ou du territoire concerné s'il s'en est fixé des précis. Et donc, ce diagnostic froid, il fonctionne pas seul. C'est un point de départ, en fait, pour se poser les questions avec les parties prenantes du territoire, avec les personnes qui connaissent leur territoire de l'intérieur. Et voilà, il est vraiment important de pouvoir questionner ce diagnostic et nous avons proposé plusieurs techniques et vous aurez l'occasion de tester un tout petit peu dans l'atelier qui concerne l'outil pour vraiment donc, confronter les données au vécu local, donner du sens et raconter une histoire en fait. Qu'est-ce que ces données nous disent? Qu'est-ce que ça raconte de notre territoire? Et puis au-delà, c'est aussi important de pouvoir mettre en système le territoire. Quels sont les liens entre ces données, entre ces enjeux, entre ces parties d'histoire? Comment est-ce qu'elles forment un tout articulé? Et là, nous avons la technique de la toile de la résilience qui a été appliquée, ben, vous le voyez au centre, avec la commune de Ohaye. Euh, Bon, quand on a identifié les enjeux du territoire, c'est là qu'on va commencer à se projeter dans l'action. C'est donc notre quatrième étape du parcours. On se projette dans l'action. Avant cela, l'idéal, c'est de définir une vision, se dire, mais finalement, à quoi veut-on que notre territoire ressemble dans le futur, s'accorder sur des objectifs et puis identifier des leviers d'action. Pour l'identification des levées d'action, il y a évidemment aussi plusieurs techniques possibles et plusieurs formes plus ou moins participatives possibles. L'une des techniques, c'est celle d'un jeu sérieux qui s'appelle le Cherchons ensemble et qui permet aux participants en atelier d'imaginer chacun des solutions, puis de les confronter aux autres, de les confronter à une pioche, et puis d'en retirer finalement euh, celles qui sont les plus promettrices. D'un autre côté, un lancement d'appel à projet peut aussi se faire, et ça, c'est quelque chose que nous avons pu expérimenter, où nous avons accompagné des GAL dans cette manière de faire, où en fait, directement, on peut mettre en action les acteurs du territoire et leur proposer directement de porter des projets qui vont adresser les enjeux identifiés, qui vont répondre aux objectifs principaux identifiés lors de l'étape précédente. Et enfin, la dernière étape, et c'est bien la dernière, c'est vraiment important de passer par toutes les quatre autres avant de se plonger dans l'élaboration de sa stratégie et la transcription des travaux dans les outils de planification. Et là, il y a deux phases intéressantes à parcourir. C'est une première phase de priorisation. Dans quelle mesure est-ce que les leviers d'action qui ont été identifiés, dans quelle mesure est-ce que les projets proposés dans le cadre de l'appel à projet vont permettre à la fois de contribuer aux objectifs, d'avoir un impact positif pour renforcer la réponse et la capacité du territoire à rencontrer les besoins critiques, euh,
de répondre ou d'anticiper les aléas et leurs conséquences, d'atténuer les conséquences négatives d'événements potentiellement perturbateurs et de voir aussi quel serait le potentiel structurant des projets qui sont proposés. On peut évidemment travailler avec des tableaux de notification, mais bien entendu, il reste important de pouvoir prendre du recul et de garder son regard critique et constructif et imaginatif par rapport à un classement éventuel. Et un classement, c'est bien. Une cartographie en plus du classement, c'est encore mieux. Et ça, c'est un exercice qu'on a pu faire à nouveau avec les GAL. C'est de se dire, bah, tiens, quand on nous envoie plein de projets, comment est-ce qu'ils s'articulent entre eux? Comment est-ce qu'on peut trouver des synergies entre ces projets? Est-ce qu'il y a des redondances? Est-ce qu'il y a des choses à regrouper? Qu'est-ce qui va nous permettre d'adresser l'ensemble? Et donc, le système de cartographie est un système qui permet visuellement de voir comment s'articulent les différents projets euh, pour mettre en œuvre notre stratégie. Et puis, je voudrais terminer en rappelant deux principes de résilience qui convient évidemment de mettre en pratique et de traduire concrètement dans les stratégies. C'est celui de l'anticipation et de l'adaptation en se disant on travaille sur le court et le long terme. Et donc, dans l'équilibre entre les projets, c'est vraiment important de pouvoir balancer des projets qui répondent aux besoins de maintenant, mais aussi de prévoir des projets qui anticipent des évolutions à plus long terme. Et enfin, une approche agile et systémique et de se dire, OK, on y va pas à pas et on est prêt à s'adapter, on est prêt à modifier la stratégie en suivant les évolutions du contexte et de la mise en œuvre des projets. Cette explication des 5 étapes, elle est reprise dans un guide. Nous avons mis à jour le guide Homéos, le guide méthodologique que nous avions déjà édité en 2023. Il a été assez bien revu pour reprendre ces différentes étapes et élargir les différentes possibilités qui s'offrent au territoire. Et vous pourrez télécharger ce guide à partir du site territoirerésilient.org, de même que l'outil de diagnostic et les autres outils qui vont vous être présentés tout bientôt. Nous vous proposons un nouveau petit moment interactif. Et Augustin, je te rends la parole. Voilà, mais donc on a effectivement un deuxième petit sondage. Et donc les deux possibilités, donc on va vous demander d'aller remplir les deux cases qui vous sont proposées. D'abord, quels sont pour vous les défis qui sont posés par la résilience territoriale? Est-ce que vous en identifiez immédiatement dans la zone que vous occupez ou bien de façon générale plus largement sur les territoires, quelle que soit leur taille? Et puis, est-ce que vous identifiez au contraire des opportunités qui sont offertes par la résilience territoriale, par exemple, des opportunités en termes de réflexion ou re- re- allez, fait de repenser les stratégies au niveau des territoires avec une autre approche? Alors pour le moment, on a pas mal de défis. On commence à avoir les opportunités qui se remplissent aussi.
Marceline, peut-être qu'on pourrait afficher l'ensemble des réponses plutôt que d'avoir les cases comme ceci. Est-ce que c'est comme ça, on aurait une vision un peu plus large de ce qui est proposé? Marie-Céline, tu es encore sur mute, hein, donc on ne t'entend pas. Ouais. Voilà. Donc en Merci, termes, Augustin. voilà. Donc en termes de, donc en vert, on a les défis et donc ce qui apparaît quand même beaucoup en termes de défis, c'est la nécessité d'avoir une vision commune, d'être capable de mettre en œuvre une communication qui soit efficace. Évidemment, ce sont des systèmes qui sont complexes et donc il y a beaucoup de sources de blocage dans la complexité et de découragement. Il y a un défi qui revient souvent, c'est tout ce qui concerne l'appropriation par la population, le fait d'arriver à embarquer les contributeurs et les partenaires et les parties prenantes dedans, la sensibilisation des acteurs politiques, je le vois ici par exemple, le, les perceptions qui peuvent être différentes entre des acteurs privés qui portent des projets privés ou bien des acteurs qui gèrent plutôt la gouvernance publique. Mais par contre, en termes d'opportunités, ben, ce que vous voyez, c'est l'opportunité, au contraire de cette complexité d'embarquer les acteurs, ben, la conscientisation collective, le fait de pouvoir repenser le développement local, le fait de pouvoir créer des capacités d'adaptation, d'améliorer les processus décisionnels, de euh, rendre compte, de rendre alors, concert les principes généraux de la résilience. Donc, j'imagine de pouvoir, euh, en tout cas, les faire connaître, euh, la transversalité et la création de liens entre acteurs du territoire, pour en citer quelques-uns. Voilà, merci beaucoup pour vos contributions. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Praillet, qui va maintenant pouvoir vous présenter l'outil Homéos dans ses grandes lignes. Il a un quart d'heure pour faire ça et qui va vous expliquer comment il fonctionne et puis surtout quel type de résultats on obtient quand on l'utilise et comment on les interprète. Voilà, je suis là. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter l'outil ici dans une présentation PowerPoint et pour ceux qui participent à l'atelier suivant, là on passera vraiment à travers l'outil qui est un outil Excel de manière détaillée. Alors normalement, je regarde si j'ai accès. Oui. Donc, l'outil Homéos, comme Marie-Céline l'a dit tout à l'heure, c'est un outil de diagnostic simplifié qui permet surtout de cadrer, alimenter un travail de co-construction. Et donc, c'est un outil qui en soi n'est pas utilisable en tant que tel pour produire un diagnostic, un vrai diagnostic partagé du territoire. Mais il fournit un diagnostic à 360 degrés avec une vision la plus transversale possible du territoire. Euh, on part du principe de résilience sociale, écologique, territoriale qui considère que le processus de résilience est un processus qui vise à préserver, voire améliorer les fonctionnalités du territoire. Or, quelles sont les fonctionnalités du territoire? En tout cas, l'outil les considère comme tels, c'est de couvrir les besoins fondamentaux des êtres qui l'habitent en disant ben, on va se concentrer d'abord, si j'y arrive, voilà, sur les besoins humains fondamentaux et essayer de travailler, de sensibiliser sur le fait que ces besoins sont étroitement imbriqués dans leur environnement écologique. Alors, un point intéressant de cet outil, c'est qu'il permet de travailler sur une seule commune ou sur un groupe de communes. On peut aller jusqu'à 40 communes et vous verrez qu'on peut voir à la fois avoir une image globale du territoire qui est composé de ces communes et le détail par commune. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Cet outil va d'abord collecter toute une série de données statistiques qui sont compilées dans ce fichier Excel, euh,
qui vont permettre d'évaluer une capacité du territoire à couvrir les besoins humains fondamentaux à l'instant présent, qu'on pourra compléter par la perception des participants au processus de co-construction. Donc l'outil pourrait être utilisé dans le processus de co-construction. Et une fois qu'on a évalué cette capacité actuelle du territoire à couvrir les besoins humains fondamentaux, on va soumettre cela à des risques, aux aléas possibles, pour essayer d'évaluer la vulnérabilité du territoire. Encore une fois, dans une optique plutôt de sensibilisation, de co-construction. L'outil ne va pas vous fournir une évaluation 100% correcte du territoire. Il permet surtout de sensibiliser, de questionner. Il nous permet de nous poser des questions. Tiens, j'évalue une sensibilité ou une vulnérabilité de mon territoire par rapport à la tel risque. Qu'en est-il vraiment? Alors, je peux alors questionner les résultats qui sont produits. Je passe à la suivante. Donc, l'étape 1 du processus, comme je le disais dans l'outil, c'est l'évaluation de la capacité actuelle du territoire à couvrir les besoins humains fondamentaux que l'on a regroupés en séries de besoins qui vont de l'alimentation à la sécurité, en passant par l'habitat, l'environnement, etc. Il y a 11 besoins. On a collecté plus ou moins 120 indicateurs qui sont compilés dans cet outil. Et l'évaluation est faite pour évaluer la capacité actuelle du territoire à couvrir les besoins sur base d'une méthode min-max, c'est-à-dire qu'on compare la valeur observée sur le territoire étudié par rapport au minimum et au maximum observé dans une commune wallonne, dans les communes wallonnes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas, il se peut que toutes les communes soient très bonnes ou toutes les communes soient très mauvaises par rapport à un indicateur. Et donc, l'évaluation ne se fait pas de manière absolue, mais relativement par rapport aux autres communes. L'étape suivante, c'est l'étape de soumission de cette capacité à des risques, aux aléas économiques, politiques, sociétaux, technologiques et environnementaux, et de voir un peu comment tout cela peut avoir un impact pour ressortir les vulnérabilités. Les résultats se présentent comme ceci, dans un diagnostic, avec ce premier diagramme radar, avec la courbe en bleu qui reprend la capacité actuelle du territoire à couvrir les besoins. Donc, c'est coté de 0 à 5. Pour la courbe bleue, une commune qui a une cote élevée sur un point veut dire qu'elle a une capacité importante à couvrir actuellement les besoins de l'ensemble de sa population. Une courbe bleue qui se rapproche de zéro, c'est une capacité plus faible. La courbe de vulnérabilité, la courbe en rouge, est l'inverse, c'est-à-dire que plus on a une cote élevée en vulnérabilité, plus le territoire est vulnérable. Alors classiquement, ce qu'on a, c'est qu'une commune qui a une capacité faible actuellement à couvrir un besoin, bien entendu, est certainement plus vulnérable, mais il peut arriver qu'on ait des cas où, malgré une capacité de couverture importante, la vulnérabilité reste importante également. Tout ça est traduit d'une autre manière dans une carte de chaleur qui montre la vulnérabilité de chaque besoin humain fondamental, la vulnérabilité de couverture de chaque besoin humain fondamental par rapport à chaque risque. Tout ça, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Encore une fois, pour se poser les questions importantes, nous avons appliqué des hypothèses derrière qui sont certainement questionnables, qui doivent être questionnées d'ailleurs, et donc qui peuvent ça pourrait évoluer dans le temps, bien entendu. L'important, c'est de pouvoir se poser les questions. Et puis, vous avez alors un détail pour chaque besoin humain fondamental. Vous avez une feuille dans le fichier Excel par besoin humain fondamental qui vous donne une vision un peu plus précise, plus détaillée. Pour chaque besoin, on a déterminé des facteurs de capacité, donc les facteurs qui rendaient les acteurs capables le territoire capable de couvrir les besoins humains fondamentaux, et on a évalué chacun de ces facteurs sur base d'une série d'indicateurs. Et on a donné une cote à chacun de ces facteurs. Donc vous avez en haut à gauche le tableau des facteurs de capacité avec la cote qui a été attribuée, ça qui est représenté dans un graphique
juste à droite de ce tableau. Et puis en dessous, vous avez le détail de tous les indicateurs qui ont été utilisés pour calculer ces facteurs de capacité. On voit par exemple que le premier facteur de capacité, c'est le coût du logement. Et on voit que pour le coût du logement, il y a deux indicateurs qui ont été utilisés. C'est le rapport entre le prix médian de vente des maisons et le deuxième indicateur, le loyer médian. Donc vous avez alors pour chacun de ces indicateurs la valeur observée moyenne en Wallonie, la valeur sur le territoire étudié, ça c'est la deuxième ligne, et puis la valeur pour chaque commune de ce territoire. Ça permet de faire des comparaisons, d'identifier où notre commune se situe par rapport à la moyenne wallonne, par rapport au minimum et au maximum wallon, et par rapport aux autres communes éventuelles du territoire que j'étudie. Avec un code couleur, quand on est vert, on est un indicateur qui est assez positif pour la commune, et quand on est rouge, c'est négatif. Et vous avez ça pour chaque besoin humain fondamental. Alors, tous les indicateurs qui sont utilisés et les méthodes qui sont utilisées pour calculer les facteurs de capacité sont reprises dans des tableaux qui sont disponibles dans l'outil, où on liste les indicateurs, l'année pour laquelle cet indicateur était disponible au moment de créer l'outil. Cet outil a été revu début 2025, la source et le lien vers cette source. Alors, comme je le disais, c'est une version 2025, donc là, on a beaucoup d'indicateurs qui datent de 2022, 2023, 2024. Il y en a encore quelques-uns qui datent d'années précédentes. Et depuis la création de cet outil, il y a de nouvelles données qui sont apparues, bien entendu. Donc, il y aura certainement de nouvelles versions qui pourront être produites dans les prochains mois, qui intégreront ces nouvelles données. On pense notamment à l'ISADF qui a été revu récemment par l'IWEPS. On pense notamment au travail qui a été réalisé dont Marie-Céline a parlé au niveau de la WAC sur les vulnérabilités du territoire. Tout ça pourra, nous l'espérons, continuer à évoluer et on pourra les intégrer dedans. Alors, dans les petites nouveautés qu'on a introduites dans l'outil ces derniers mois, il y a la possibilité d'avoir accès à la typologie de notre commune. Donc, on avait souvent des communes qui nous disaient, mais on aimerait pouvoir se comparer à des communes similaires en Wallonie. Alors, comment définir une commune similaire? C'est pas quelque chose d'aisé. On a choisi de se baser sur la typologie Belfius, qui est réalisée tous les 2 ans, je pense. Et donc, on a repris cette typologie. Et, quand vous sélectionnez votre commune dans l'outil, il vous montre automatiquement quelles sont les communes qui appartiennent à la même typologie, au même cluster. Ça vous permet après d'éventuellement comparer les résultats que vous obtiendrez. Ce qu'on a fait également, c'est traduire le diagnostic sous forme de donuts. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la théorie du donut, c'est une théorie économique qui vise à promouvoir le développement d'une société qui évoluerait dans un espace sûr et juste, dans lequel les besoins humains fondamentaux seraient couverts, donc les seuils sociaux seraient dépassés, sans dépasser les plafonds écologiques, donc les limites planétaires. C'est quelque chose qui est très compatible avec l'approche résilience nous développons. Et donc, on a proposé pour les territoires qui veulent travailler sur le donut une traduction du diagnostic sous cette forme-là. Également, comme Marie-Céline a dit tout à l'heure, il y a un lien, bien entendu, très étroit avec le travail sur les objectifs de développement durable et sur la stratégie wallonne de développement durable. Donc, on a renseigné dans l'outil où on pouvait retrouver des indicateurs qui sont relatifs aux différents objectifs de développement durable, tout en disant que l'approche résilience, comme l'approche Donut, nécessite de prendre le développement durable dans sa conception telle qu'elle avait été publiée en 2016, où on imbrique les besoins, les objectifs sociétaux et économiques dans les objectifs environnementaux, pour bien notifier qu'ils dépendent
très fort de ces enjeux-là. Je crois que... Oui, donc on les voit ici, dans les différents tableaux, on a été mettre au regard de chaque colonne ou de chaque ligne les objectifs de développement durable qui correspondent ou qui peuvent être caractérisés par ces indicateurs. Et voilà, pour ma part, je pense que j'ai respecté le timing. Oui, tout à fait. On va pouvoir passer maintenant la parole à Delphine Fontenoy d'Espace Environnement, qui, elle, nous présente les outils pour des initiatives de résilience. Merci Augustin. Euh, voilà, je regarde si je peux prendre possession du coup. Oui, super. Du PowerPoint. Vous l'avez compris, hein, on a basé nos travaux avec les différents territoires pilotes sur base d'un référentiel autour de 7 principes de résilience territoriale. On avait du coup un enjeu, finalement, c'était de faire en sorte que ces principes soient compris, qu'ils sortent de leur cadre théorique pour trouver un sens auprès des participants et des personnes impliquées dans nos travaux, pour qu'ils comprennent finalement comment ces principes s'appliquent à leur territoire et dans leur planification et dans leurs projets. Et donc, tout au long de cette méthodologie que Marie-Céline vous a décrit, on a tenté d'utiliser des outils, des méthodes pour veiller à cette, euh, à cette appropriation progressive. Donc, c'est parti dès le moment où on a eu les premiers contacts avec les groupes pour les sensibiliser, les conscientiser, donc faire une forme d'immersion et de compréhension vraiment préliminaire de ce que sous-tend la résilience. Je vais approfondir un petit peu l'exercice à travers le jeu de rôle que l'on a pu tester dans différents contextes. L'importance que le débriefing à l'issue de ce jeu de rôle permet de mettre en lumière que l'on a avec certaines communes, pu mettre en forme en facilitation graphique à travers une fresque graphique qui a permis à la commune de pouvoir voilà, figer un petit peu les enseignements de cet exercice à pouvoir exploiter ensuite dans les travaux de réflexion autour de leur stratégie. Et puis, quand il a été question de travailler sur la définition des enjeux et puis l'émergence des leviers d'action, la toile de la résilience et puis ensuite la boussole de la résilience ont été deux techniques d'animation qui ont assez bien porté leurs fruits pour encore pouvoir nourrir les réflexions au regard de ces grands critères de résilience territoriale. Alors, si je viens du coup un peu plus précisément sur cet exercice de jeu de rôle, voilà, un serious game un peu immersif, hein, de première approche de la résilience à travers le jeu. L'idée là, c'est d'un groupe de 5-6 participants qui se retrouvent face à un territoire fictif, un territoire rural d'une quelques milliers d'habitants, et qui prennent le rôle, le temps de l'exercice, des élus d'un membre de collège communal, qui doivent veiller voilà, à répondre aux besoins de leurs habitants, euh, tenant compte de l'arrivée de chocs, de perturbations, d'événements qui vont peut-être rendre vulnérable le territoire. Ils se retrouvent devant un plateau de jeu qui représente un peu l'état initial du diagnostic du territoire en matière de résilience, donc enfin, touchant au logement, à la mobilité, à la sécurité sociale, etc. Et les participants vont être progressivement invités à réagir à des perturbations qui vont apparaître pendant le jeu et qui pourraient faire voilà, subir des événements à leur territoire qui pourraient avoir des impacts sur les besoins fondamentaux de leur population.
Et donc, ben, grâce à ce diagnostic territorial, mais les élus, le temps du jeu, vont devoir prendre des décisions pour euh, voilà, guider le développement du territoire, tenant compte de leurs ressources humaines, de leurs ressources financières, mais aussi tenant compte d'un critère voilà, qui est tout à fait une réalité de l'acceptation citoyenne des mesures que la commune pourrait prendre. Donc, cet exercice, il révèle progressivement dans la mécanique de jeu et puis sur le contenu même des actions que les joueurs vont décider d'enclencher ou de ne pas enclencher, révèle progressivement les principes de résilience territoriale. Euh, Ce qu'il est particulièrement important de faire à l'issue de l'exercice de cette mise en situation de ce jeu de rôle, c'est de prendre le temps du débriefing avec les participants eux-mêmes. Et donc, ce débriefing, on a eu même l'occasion de le pousser un pas plus loin dans l'idée de représenter graphiquement les grands enseignements de la mécanique du jeu et de faire apparaître les notions de résilience territoriale dans les principes dans le mécanisme de la mise en situation et du jeu de rôle vécu par les participants. Oui et Warem, voilà, avec qui on avait pu mener une opération pilote comme première expérimentation, ont consigné du coup à travers une grande fresque que le groupe a pu réutiliser dans la suite de ses travaux en guise d'aide-mémoire, parce que le jeu apportant des illustrations aussi aux différents principes, ça pouvait les aider dans la suite de leur réflexion. Un autre exercice qu'on a pu mener cette fois donc, dans l'usage de la toile de la résilience, plus particulièrement avec la commune de Hoé, qui finalement dans ces séquences reflète un petit peu la façon dont l'outil Homéos travaille pour mettre en exergue les vulnérabilités et les capacités d'un territoire. C'est une animation voilà, à travers laquelle on commence aussi une exploration du concept de la résilience qui, voilà, très souvent, beaucoup de participants est relativement flou ou conceptuel. Et donc, on demande dans un premier temps aux participants d'identifier ce qui représente pour eux les besoins essentiels de la population, en apposant du coup ici sur le sol ces besoins humains fondamentaux et en les mettant en relation s'ils considèrent qu'il y a des dépendances entre eux. Et donc, le matériel est relativement simple dans cet exercice. On va travailler pendant quelques heures avec de la ficelle. Et donc, cette première étape permet de mettre en évidence finalement que peut-être que répondre à un besoin humain peut être mis en lien, en connexion avec la réponse à d'autres besoins et qu'il y a des liens de cause à effet entre certains besoins euh, euh, de la population. Une seconde phase de l'exercice nous permet de venir apposer sur ces besoins une série de risques, des risques environnementaux, socio-économiques, technologiques, géopolitiques. Vous les avez vus apparaître aussi dans l'outil Homéos. On vient les intégrer à la toile et l'exercice va du coup une nouvelle fois révéler la fragilité de certains besoins à l'égard de ces risques et mettre en évidence un effet un peu de domino qui pourrait se produire. Le système est complexe. La ficelle l'explicite relativement bien ici sur la photo. Il y a des vases communicants et des liens de cause à effet et des effets rebonds d'un événement sur un besoin qui peut
enclencher des conséquences sur la réponse à d'autres besoins. Et on poursuit l'atelier dans un troisième temps avec l'analyse des vulnérabilités spécifiques du coup, au territoire. Alors, ces éléments, on va aller les puiser parce que le territoire aura fait tourner l'outil de diagnostic Homeos. Et donc, on en retire des enseignements, mais il y a aussi les participants, on l'a suffisamment dit, hein, on ne se sert pas des conclusions de l'outil Homeos tel quel, on vient vraiment mettre du qualitatif, de l'interprétation et de l'esprit critique sur ce qu'il nous dit. Donc, les participants complètent ces données avec leur propre vécu, leur compréhension de la vie locale, ce qui vient vraiment bien enrichir le, le diagnostic d'une vue citoyenne. Et donc, en visualisant progressivement l'ensemble des interactions, ils peuvent voilà, comprendre véritablement pourquoi la résilience ne se limite pas, par exemple, à l'adaptation environnementale, mais qu'elle doit inévitablement englober plusieurs dimensions sociales, économiques, démocratiques ou humaines. Et donc, on termine cet exercice qui prend plusieurs heures. On a eu l'occasion de l'étaler sur 2 temps de travail avec le groupe en question, en introduisant les principes de résilience territoriale, en mettant en évidence la nécessité d'anticipation, de robustesse d'un système, la mise en capacité d'un collectif, d'acteurs locaux, etc. Et les participants sont invités à se questionner du coup sur leur territoire au regard de ces principes, ensuite pour imaginer des actions qui soient porteuses de changement, qui innovantes et relativement concrètes. Donc, on avance à travers cette technique vraiment dans une appropriation une meilleure compréhension individuelle, mais aussi une appropriation collective finalement des enjeux pour le territoire à la loupe de la résilience. Ici, en l'occurrence, avec le groupe, on n'a pas pu maintenir dans le temps cette superbe représentation ficelle et carton au sol, et donc ça s'est traduit à travers un mind map imprimé sur un grand poster où le groupe a pu continuer à utiliser dans les ateliers qui ont suivi cette représentation qui intégrait beaucoup de données utiles à l'éclairage ensuite de la définition de ce qui ferait pour eux enjeu dans leur futur PCDR, puisque leur substrat de discussion, c'était cette stratégie-là. Avec Oui et Warem, ce vers quoi on a été en vue de nourrir les travaux qu'ils allaient mener pour élaborer leur programme stratégique transversal. Donc, c'était il y a 2 ans. Hein. C'était au terme de cette réflexion sur les principes et de la façon dont le territoire pouvait les intégrer, on a retranscrit ça dans une note d'orientation que à la fois l'administration et puis les mandataires ont pu considérer en révisant et en nourrissant leur futur PST, à la fois à l'échelle des enjeux et des leviers, et puis de pouvoir confronter ça à leur lecture du territoire. Et finalement, ce qui nous semblait aussi nécessaire, après ce travail sur les enjeux, les groupes commencent à réfléchir sur les actions concrètes qui viendront nourrir la future stratégie questionnée. C'est de pouvoir, encore une fois, se rappeler ces principes de résilience à travers des questions très très concrètes pour orienter
la définition et l'élaboration des projets. Mais ce qu'on a aussi pris le parti de faire, c'est de questionner aussi finalement le modèle de gouvernance, l'instance même qui voilà, réalise ce travail de réflexion autour du programme ou du projet communal. Et donc à chaque principe, et donc cette boussole de la résilience, elle a été évidemment co-construite par les participants du groupe de travail. L'idée était de pouvoir définir à travers deux questions la façon dont le principe pouvait s'exprimer et la façon dont le principe pouvait être mis en application en réfléchissant à un projet ou en réfléchissant à la gouvernance du groupe porteur. Euh, on en dira un petit peu plus dans le cadre de l'atelier après. C'est un des sujets qui sera traité. C'est une façon de pouvoir encore pérenniser cette intégration de la résilience jusqu'à la mise en œuvre des projets et dans le fonctionnement des instances qui vont être amenées à les coordonner et à les suivre dans le temps. Voilà pour un tour d'horizon de ces différents outils rapide. J'ai pas eu personnellement le temps de lire les questions qui sont apparues dans le chat. Je ne sais pas s'il y en avait qui Alors, concernaient Il y en aura les quelques-unes. interventions. Je laisse faire. Ouais. On peut passer peut-être du coup à la séance questions-réponses. Ça tombe bien. Si vous avez encore des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ferai le relais et éventuellement vous pouvez me dire à qui la question s'adresse. Sinon, les intervenants sauront qui doit répondre. Des premières questions pour Frédéric notamment. On va essayer de faire dans l'ordre. On me demande si la définition du développement durable de 2016 que tu as mentionnée est celle de la durabilité forte. Alors, la définition que j'ai donnée, j'ai mis le lien dans le chat box, c'est celle du Stockholm Resilience Center dans le cadre de ses travaux sur la résilience. Donc, c'est A New Way of Viewing the Sustainable Development Goals. C'est anglais. Mais il y a les versions françaises, les illustrations, etc. Donc, je peux remettre encore le lien si vous n'y arrivez pas. Mais... Bonne idée. Une deuxième question pour toi, Frédéric. Alors, bonjour, si je comprends bien, cet outil Homéos, évidemment, est une compilation de données statistiques disponibles au niveau des territoires. Dès lors, quelle est encore l'utilité de faire appel à un bureau spécialisé en diagnostic territorial et à partir des résultats bruts, comment remonter aux sources des problèmes et des faiblesses à solutionner? Grande Alors, question. Mhm. je vais m'attarder sur la première question pour commencer. Après, je laisserai mes collègues aussi réagir, hein, bien entendu. Euh, pour moi, il ne remet pas en question l'utilité, la nécessité de faire appel à un bureau d'études spécialisé en diagnostic, mais il modifie peut-être la relation et le type de mission qui pourrait être menée par ces bureaux euh, en disant ben, la phase de collecte, de compilation des données n'est plus nécessaire, ou en tout cas pas nécessaire, il n'est pas nécessaire qu'elle soit aussi fouillée, puisque les données sont déjà compilées. Par contre, ce que l'outil permet de faire, c'est peut-être d'identifier des questions, des enjeux pour lesquels il est nécessaire d'aller fouiller un peu plus loin que ce qu'il y a dans l'outil. Et là, le bureau d'études peut apporter vraiment une plus-value importante, je pense. C'est un peu la même chose qu'on va voir apparaître dans les schémas de développement communaux, par exemple, puisque les communes se voient, on réalise pour elles un diagnostic territorial, donc les opérateurs de développement territorial leur fournissent ça, mais c'est pas pour ça qu'un bureau d'études n'est pas encore nécessaire pour aider à l'interprétation et à la mise en perspective. C'était une réponse un peu courte que je donnais, mais il y avait la deuxième partie de la question qui était, Mhm. À partir des résultats bruts, comment remonter... Ah non, tu as répondu à la deuxième, je pense. non, non, donc Non, ça, oui, non. c'est comment remonter Oui. Aux sources du problème et les faiblesses à solutionner, c'est ça. ah ben là, c'est pour moi, et là je laisserai peut-être Delphine et Marie-Céline compléter, mais c'est vraiment le processus d'animation qui permet de le faire, et c'est un peu un des objectifs des animations qu'on propose. D'accord, merci.
Alors, une autre question Oui, pour toi, sauf si je quelqu'un peux. veut répondre. Ok, je t'en prie. Oui, je veux bien ajouter pas grand-chose, hein, mais te dire qu'effectivement, la question du mais pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que c'est comme ça? Est-ce que c'est pareil ailleurs ou pas? Frédéric a présenté la possibilité de se comparer. Dans quelle mesure est-ce que les acteurs qui sont rassemblés peuvent agir sur le système, peuvent agir sur le contexte pour faire en sorte de modifier un résultat qui ne nous plaît pas, un résultat qui ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite, pas dans le sens des objectifs, et d'aller justement chercher la cause du problème. C'est tout un exercice et c'est pour ça qu'on insiste sur l'importance d'une deuxième phase après d'avoir fait tourner l'outil, c'est l'interprétation des résultats. En confrontant ces résultats avec la connaissance du territoire, mais la connaissance aussi des acteurs du territoire, de ce qui se joue sur le territoire, de qui a le pouvoir de faire changer quoi, qui a un pouvoir direct ou un pouvoir d'influence sur quoi. Et là, on est dans vraiment des rapports beaucoup plus fins que ce que l'outil ne peut faire, mais l'avantage, c'est d'avoir déjà une vue globale et de pouvoir, comme l'a dit Frédéric, identifier les questions qu'on veut creuser. Merci beaucoup, Marie-Céline. Une question tout à fait technique pour Frédéric. Est-ce que l'outil Excel sera mis à jour chaque année avec des données plus récentes? Une question sur les mises à jour des données. C'est notre objectif. Ça dépendra des moyens qu'on réussira à obtenir pour le faire. Euh, voilà. Notre objectif, c'est de pouvoir continuer à le faire. On ne sait pas encore dans quel cadre on pourra le faire. D'accord, merci. Une autre question pour Delphine cette fois. Est-ce qu'un exercice plan d'urgence communal est complémentaire à un atelier résilience ou ce sont deux processus distincts? Non, il y a beaucoup de choses qui sont semblables selon moi et on a régulièrement des personnes qui occupent des fonctions justement autour des dispositifs de plans d'urgence dans les communes qui sont intéressées par cette approche parce qu'on on est justement attentif au lien entre les événements et la réponse aux besoins du territoire et la façon dont euh, voilà, différentes phases d'intervention doivent s'articuler. Et donc, euh, on n'a pas eu l'opportunité de tester cet exercice dans un contexte aussi précis qu'un plan d'urgence, mais ça s'y prête particulièrement bien. Et Marie-Céline? oui, si je peux ajouter, dans les plans d'urgence que j'ai eu l'occasion de consulter, on sent très fort l'origine de la démarche, je dirais, par les pompiers. On a beaucoup, sont assez bien souvent documentés. Qu'est-ce qui peut brûler, qu'est-ce qui peut exploser, quels sont des risques vraiment que les pompiers ont l'habitude auxquels les pompiers ont l'habitude de faire face. Et avec l'exercice à 360 sur les 11 besoins, en tout cas, on peut enrichir, en fait. C'est-à-dire, mais il peut se passer d'autres choses et il y a d'autres conséquences que celles habituellement gérées par les pompiers. Et voilà, et renforcer la préparation, en fait, des territoires à des événements perturbateurs. Merci beaucoup. Alors, une dernière question qui est apparue. Le mot Euh, robustesse a été prononcé, oui. Oui, je voulais juste amener un petit complément encore par rapport à Marie-Céline. Donc, cette notion enfin, lier les questions de résilience ou d'ailleurs peut-être de robustesse, hein, mais au lien avec les plans d'urgence communaux, il y a une question qui se pose de plus en plus, c'est la question qui est liée au concept de communauté de réponse. Et c'est-à-dire, comme les apprentissages, par exemple, des inondations ont montré, qu'est-ce que ça veut dire apporter une réponse territoriale qui est partagée par la population?
Mais un outil comme Homeos, pas uniquement dans son aspect diagnostic, mais aussi dans son aspect diagnostic, son avantage, c'est qu'il oblige, par sa méthodologie, un certain nombre de parties prenantes à se pencher sur des vulnérabilités territoriales et effectivement, comme le disait Marie-Céline, ne pas avoir uniquement une approche des services de secours qui viennent penser des plans d'urgence, mais aussi la possibilité d'intégrer d'autres types de parties prenantes au niveau du territoire. Et c'est peut-être ça, cette approche-là qui est complémentaire, c'est-à-dire que il est possible d'utiliser les diagnostics partagés et les exercices qui sont réalisés de façon concertée avec les différentes parties prenantes pour pouvoir aussi créer un certain nombre de scénarios de réponse ou d'initiatives de réponse au niveau d'un territoire. Et donc c'est là que ça peut se nourrir mutuellement. D'accord, mais en fait la dernière question est un peu en lien avec ça. Donc je disais que le mot robustesse avait été prononcé par l'un d'entre vous, et du coup j'ai la question. Depuis quelques années, le terme robustesse est apparu et devenu à la mode. Quelles sont les différences ou similitudes avec la résilience? Bien dire quelque chose. Moi aussi. Euh, Bah, tout le monde va vouloir, oui. Moi d'abord. Mm. Euh, Nous, dans le travail que nous avons fait ici, et en lien avec ce qui est proposé par le Stockholm Resilience Center, nous considérons la robustesse comme un des principes de résilience. Mais dans les deux termes, il n'y a pas de consensus sur leur utilisation, sur leur signification. Moi, je renverrai vers une vidéo où Arthur Keller, d'une part, qui est porteur plutôt de la notion de résilience, et Olivier Hamon, qui est plutôt porteur de la notion de robustesse, s'affrontent dans un débat sanglant pour définir quelle est la valeur, la notion la plus euh, valable. Je trouve que c'est intéressant ce débat-là. En fait, voilà, ça dépend beaucoup de l'interprétation qu'on donne à chacun de ces termes. Et je laisse Marie-Céline compléter, bien entendu. Et je mets le lien de cette vidéo dans le chat. Mhm. Merci Raphaël. J'ai eu l'occasion de discuter de cette question avec Olivier Amand himself lorsqu'il est venu à Namur il y a quelque temps pour une conférence. Je lui ai dit, bon, vous m'embêtez là, parce que nous, on a utilisé le concept de résilience et je lui ai expliqué comment on voyait le concept de résilience. Et là-dessus, il m'a dit, ah, mais en fait, on est aligné. On est d'accord que quand on parle de résilience sociale et écologique, on veut transformer les systèmes. Et c'est pas juste revenir à l'identique. Et le point de différence et de dissensus par rapport au terme de résilience, il est celui-là. Est-ce qu'on veut transformer un territoire ou est-ce qu'on veut juste revenir à l'identique vite, vite comme avant? Parce que la perturbation nous a pas plu, mais on ne rebondit pas dessus pour se transformer ou quand on anticipe une perturbation possible, on anticipe une transformation du territoire qui va dans le sens de la durabilité forte, comme l'a été mentionné tout à l'heure dans une des questions. Donc, c'est vraiment de répondre aux besoins en restant dans les limites de la planète. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est le point essentiel. Donc, nous, on est bien dans l'idée d'aller transformer les territoires. Et là-dessus, on rejoint Olivier Hamon avec son concept. Et après, oui, c'est une question sémantique. Choisissez celui qui vous parlera le plus ou avec lequel vous serez le plus à l'aise d'avancer pour transformer vos territoires qui en ont certainement besoin, puisque ce monde change. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, Augustin? Oui, moi, enfin, pour un peu compléter ceci, donc ces différents concepts qui apparaissent les uns après les autres, ça peut être effectivement quelque chose d'assez perturbant, puisque à partir du moment où on a à peine commencé à explorer un concept, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et c'est réel, c'est vrai qu'on est dans un monde qui évolue très vite et où les prises de conscience autour des questions de robustesse, de résilience ou d'appropriation du territoire sont des questions qui sont
fort vivante pour le moment. L'important, évidemment, c'est que les territoires puissent réellement se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'ils sont un territoire et qu'est-ce qui fait qu'ils se construisent en tant que territoire avec avec leurs acteurs. Donc, nous, évidemment, on a choisi l'approche résiliente, mais comme l'a dit Frédéric, on considère que la robustesse est un des piliers qui sous-tend la résilience. Là, l'important au final, c'est quand même de réellement se poser ces questions et de travailler avec les acteurs de son territoire, que ce soit en utilisant le vocabulaire de robustesse, de résilience ou de durabilité. Je pense on a encore pas encore fini d'explorer aucun des trois de ces concepts-là au niveau de nos territoires. Ok, merci. Eh bien, c'est tout pour les questions de mon côté. On a un peu d'avance, du coup. Est-ce qu'on passe tout de suite aux ateliers avec 10 petites minutes d'avance? Un peu, hein. Ok. Très Alors, bien. je vais ouvrir les salles. Je propose que vous pourrez chacun choisir votre salle. Si vous ne savez plus ce que vous avez choisi, vous pouvez me demander dans le chat, j'ai la liste. Et donc, je peux vous orienter si possible. Et moi, je reste ici de toute façon pour si jamais quelqu'un se perd dans les méandres de Zoom. Donc, j'ouvre les salles maintenant. Voilà, n'hésitez pas à choisir votre salle. Et on se retrouve de toute façon après. Pour ceux qui n'ont pas choisi d'atelier, vous êtes en principe libérés et on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.